Bonjour ou bonsoir. J'espère que vous vous portez bien. Nous allons découvrir aujourd'hui une nouvelle petite histoire impliquant notre cher Hercule Poirot et son très grand ami, le capitaine Hastings. L'histoire s'intitule Le roi de trèfle. La réalité dépasse la fiction, m'exclamai-je en reposant le Daily Newsmonger. Cette réflexion, j'en conviens, n'était pas très originale. Elle irrita même mon ami. Penchant sa tête en forme d'œuf sur le côté, le petit homme chassa un grain de poussière imaginaire de son pantalon aux plis impeccables. Comme c'est profond, remarqua-t-il. Quel penseur est mon ami Hastings. Sans me montrer froissé par cette ironie insultante, je tapotai le journal que je venais de reposer. Avez-vous lu le Daily Newsmonger ce matin? Oui, et après l'avoir lu, je l'ai soigneusement replié. Je ne l'ai pas jeté à terre comme vous l'avez fait, avec cette absence déplorable d'ordre et de méthode. C'est le pire défaut de Poirot. L'ordre et la méthode sont ses dieux. Il va même jusqu'à leur attribuer sa réussite. Vous avez donc lu le récit du meurtre d'Henry Redburn, l'impresario. C'est ce qui m'a inspiré cette réflexion. Non seulement la réalité dépasse la fiction, mais elle est même encore plus spectaculaire. Jugez plutôt. Une famille de braves petits bourgeois anglais, les Hoglanders, le père, la mère, le fils et la fille, la famille type parfaite de ce pays. Les hommes vont tous les jours à la ville, les femmes s'occupent de la maison. Ils mènent une petite vie paisible et monotone. Et tout à coup, hier soir, alors qu'ils jouent tranquillement au bridge, dans le salon de leur coquette maison de Streatham, Daisy Mead, la porte-fenêtre s'ouvre violemment et une femme entre en chancelant dans la pièce. Sur sa robe de satin gris s'étale une tache rougeâtre. Elle murmure un seul mot. Meurtre, avant de s'écrouler à terre sans connaissance. Ils croient la reconnaître d'après les photos qu'ils ont vues d'elle. Il s'agirait de Valérie Sinclair, la célèbre danseuse qui fait fureur à Londres depuis quelque temps. Cette éloquence est-elle la vôtre ou celle du Daily Newsmonger, s'enquit Poirot. Le Daily Newsmonger allait vraisemblablement être mis sous presse et n'a pas pu donner qu'un bref exposé des faits. Mais les possibilités de mise en scène de cette histoire me sont aussitôt apparues. Poirot hocha la tête d'un air pensif. La nature humaine ne va pas sans la comédie. Le tout est de savoir où celle-ci commence. On se trompe souvent. Souvenez-vous-en. Quoi qu'il en soit, je m'intéresse également à cette affaire, car je vais vraisemblablement avoir à m'en occuper. Vraiment? Oui, un homme m'a téléphoné ce matin et m'a demandé un rendez-vous pour le prince Paul de Moranie. Je ne vois pas le rapport. Vous ne lisez donc pas vos jolis petits journaux anglais à scandale? Ceux qui sont pleins d'histoires grotesques de on dit. Regardez, je suivis son petit doigt boudiné le long des lignes et lus ceci. Le prince étranger et la célèbre danseuse sont-ils réellement fiancés? La jeune femme aime-t-elle sa nouvelle bague de diamants? Mais revenons-en à votre récit dramatique, me dit Poirot. Mademoiselle Sinclair vient de s'évanouir sur le tapis du salon de Daisy Mead. Vous vous en souvenez? Je haussai les épaules et repris l'exposé des faits. À la suite des dernières paroles prononcées par la jeune femme, lorsqu'elle a repris connaissance, les deux hommes de la famille Hoglander sont sortis, l'un à la recherche d'un médecin pour s'occuper d'elle, car elle avait manifestement subi un terrible choc, et l'autre pour se rendre au poste de police. De là, après avoir raconté son histoire, il a accompagné la police à Montdésir, la magnifique villa de M. Redburn, qui se trouve à proximité de Daisy Mead. Ils y ont découvert le célèbre impresario qui, soit dit en passant, ne jouit pas d'une excellente réputation. Étendu à terre, dans la bibliothèque, le crâne fendu en deux, comme une coquille de noix. Je vous ai coupé vos effets, remarqua Poirot d'un ton aimable. Je vous prie de m'en excuser. Ah, voilà le prince. Notre distingué visiteur nous fut annoncé sous le nom de comte Féodore. C'était un grand jeune homme à l'air étrange et agité. Il avait le menton fuyant, la célèbre bouche des Morenberg et des yeux noirs au regard brûlant. Monsieur Poirot? Mon ami s'inclina. Monsieur, je suis affreusement bouleversé, plus que je ne pourrais l'exprimer par des paroles. Poirot leva une main. Je comprends votre inquiétude. Mademoiselle Sinclair est une amie très chère, je crois. Le prince répondit simplement. J'ai l'espoir d'en faire ma femme.
Poirot se redressa sur son fauteuil et ouvrit tout grand les yeux. Je ne serai pas le premier membre de ma famille à faire un mariage morganatique. Mon frère Alexandre a lui aussi défié l'empereur. Nous vivons en des temps plus modernes, où les anciens préjugés de classe n'ont plus cours. D'ailleurs, mademoiselle Sinclair est mon égale par le rang. Vous avez certainement entendu parler de ses origines. On raconte bien des histoires romantiques à son sujet, ce qui n'est pas rare dans le cas d'une danseuse célèbre. Certains disent que c'est la fille d'une domestique irlandaise, et d'autres que sa mère était une grande duchesse russe. La première version est bien entendu absolument fausse, déclara le jeune homme avec véhémence. Seule la seconde est vraie. Valérie, bien qu'elle soit tenue au secret, me l'a laissé entendre. D'ailleurs, elle en donne la preuve de 1000 façons, sans s'en rendre compte. Je crois à l'hérédité, monsieur Poirot. Moi aussi, je crois à l'hérédité, dit Poirot d'un ton pensif. J'ai d'ailleurs vu des choses bien étranges dans ce domaine. Moi qui vous parle. Mais bon, venons-en aux faits. Qu'attendez-vous de moi, prince? Que craignez-vous? Je puis parler librement, n'est-ce pas? Y a-t-il quelque raison d'impliquer mademoiselle Sinclair dans ce meurtre? Elle connaissait Redburn, bien sûr. Oui, il se disait amoureux d'elle. Et elle? Elle ne voulait pas en entendre parler. Poirot dévisagea le jeune homme avec attention. Avait-elle des raisons d'en avoir peur? Le jeune homme hésita. Il s'est produit un incident. Connaissez-vous Zara la voyante? Non. Elle est fantastique. Vous devriez aller la consulter un de ces jours. Valérie et moi sommes allés la voir la semaine dernière. Elle nous a tiré les cartes. Elle a parlé pour Valérie d'ennui, de nuages noirs, puis elle a retourné la dernière carte, la carte de couverture, comme on l'appelle. C'était le roi de trèfle. Elle a dit alors à Valérie, faites attention. Un homme vous tient en son pouvoir. Vous avez peur de lui. Il vous met en très grand danger. Voyez-vous de qui je veux parler? Valérie était toute pâle. Elle a hoché la tête et répondu oui. Oui, je vois. Nous sommes partis très peu de temps après. Les derniers mots de Zara pour Valérie ont été « Méfiez-vous du roi de trèfle, un danger vous menace ». J'ai questionné Valérie, mais elle n'a rien voulu me dire. Elle m'a assuré que tout allait bien. Mais après ce qui s'est passé hier soir, je suis plus que convaincu que c'est Redburn qu'elle a vu dans le roi de trèfle, et que c'est lui, l'homme dont elle avait peur. Le prince se tut brusquement. Vous comprendrez donc mon agitation quand j'ai ouvert les journaux ce matin. À supposer que Valérie est dans un accès de folie. Oh non, c'est impossible. Poirot se leva et tapota doucement l'épaule du jeune homme. Calmez-vous, je vous en prie, et faites-moi confiance. Irez-vous à Streatham? Je pense qu'elle y est encore, à Daisy Mead, terrassée par le choc. J'y vais sur le champ. J'ai tout arrangé par l'intermédiaire de l'ambassade. Vous aurez accès partout. Nous allons donc nous mettre en route, Hastings. Vous m'accompagnez? Au revoir, prince. Mon désir était une villa luxueuse, extrêmement moderne et confortable. On y accédait par une courte allée et de splendides jardins s'étendaient derrière la maison sur près de 2 hectares. Dès que Poirot eut mentionné le nom du prince Paul, le maître d'hôtel qui nous avait ouvert nous emmena sur les lieux du crime. La bibliothèque était une pièce magnifique, qui occupait toute une aile et avait une fenêtre à chaque bout, donnant l'une sur l'allée et le devant de la maison, l'autre sur le jardin. C'était dans le renforcement de cette dernière qu'avait été découvert le corps. Il avait été enlevé un moment plus tôt, une fois le travail de la police terminé. C'est ennuyeux, murmurai-je. Qui sait quels indices ils ont pu effacer? Mon ami sourit. Allons, combien de fois devrais-je vous dire que les indices viennent de l'intérieur? C'est dans la matière grise que se trouve la solution de toute énigme. Il se tourna vers le maître d'hôtel. Je suppose qu'en dehors du fait qu'on a enlevé le corps, rien n'a été touché dans la pièce. Non, monsieur, elle est exactement comme la police l'a trouvée hier soir. Ces rideaux, je vois qu'ils occupent toute la largeur du renforcement. Il y a les mêmes dans l'autre fenêtre. Étaient-ils tirés hier soir? Oui, monsieur, on les tire tous les soirs. Dans ce cas, monsieur Redburn a dû les rouvrir lui-même. Je le suppose, monsieur. Saviez-vous que votre maître attendait une visite hier soir? Il ne me l'a pas précisé, monsieur, mais il a donné l'ordre qu'on ne le dérange pas après le dîner. Voyez, monsieur, cette porte-fenêtre donne sur la terrasse qui longe le côté de la maison. Il peut avoir fait entrer quelqu'un par là.
Était-ce dans ses habitudes? Le maître d'hôtel toussota discrètement. Je le crois, oui, monsieur. Poirot s'approcha de la porte en question. Elle était fermée à clé. Il l'ouvrit et sortit sur la terrasse qui rejoignait l'allée sur la droite. Sur la gauche, elle aboutissait à un mur de briques rouges. Le verger, monsieur, expliqua le maître d'hôtel. On y entre par un portail situé un peu plus loin. Mais nous le fermons à clé tous les soirs à 6 heures. Poirot hocha la tête et revint dans la bibliothèque, suivi du maître d'hôtel. N'avez-vous rien entendu hier soir? Seulement des voix dans la bibliothèque, un peu avant 9 heures. Mais cela n'avait rien d'extraordinaire, d'autant plus que l'une d'elles était une voix de femme. Évidemment, une fois que nous nous sommes tous trouvés dans l'aile réservée au personnel, à l'autre bout de la maison, nous ne pouvions plus rien entendre. Et puis, vers 11 heures, la police est arrivée. D'après les voix, combien y avait-il de personnes? Je ne saurais le dire, monsieur. J'ai simplement remarqué une voix de femme. Ah! Je vous demande pardon, monsieur, mais le docteur Ryan est encore dans la maison. Désirez-vous le voir? Nous acceptâmes avec empressement, et quelques minutes plus tard, le docteur, un quinquagénaire jovial, nous rejoignit et donna à Poirot tous les renseignements dont celui-ci avait besoin. Redburn était étendu près de la fenêtre, la tête à côté du siège, en marbre. Il avait 2 blessures, l'une entre les yeux et l'autre, celle qui lui a été fatale, sur la tête à l'arrière. Était-il étendu sur le dos? Oui, voilà la marque. Il indiqua une petite tache sombre par terre. Le coup sur l'arrière de la tête n'aurait-il pas pu être provoqué par la chute? Impossible. Quelle qu'ait été l'arme utilisée, elle a pénétré dans le crâne de plusieurs centimètres. Poirot regardait pensivement devant lui. Dans l'embrasure de chaque fenêtre se trouvait un siège en marbre sculpté, dont les bras se terminaient par une tête de lion. Une lueur apparut dans les yeux de Poirot. Supposons qu'il soit tombé en arrière sur cette tête de lion, et de là est glissé à terre. Cela ne pourrait-il pas provoquer une blessure semblable à celle que vous m'avez décrite? Si, mais la position dans laquelle il était étendu rend cette hypothèse impossible. D'ailleurs, il ne manquerait pas d'y avoir des traces de sang sur le marbre du siège, à moins qu'on les ait fait disparaître. Le docteur haussa les épaules. C'est peu vraisemblable. Quel intérêt aurait-on à donner à un accident l'apparence d'un meurtre? C'est vrai, admit Poirot. À votre avis, l'un des 2 coups n'aurait-il pas pu être porté par une femme? Oh, c'est tout à fait hors de question. Vous pensez à mademoiselle Sinclair, je pense. Je ne pense à personne en particulier, donc je n'ai aucune certitude, répliqua Poirot. Il reporta alors son attention sur la porte-fenêtre ouverte, et le docteur déclara. C'est par ici que mademoiselle Sinclair s'est enfuie. On aperçoit Daisy Mead entre les arbres. Certes, il y a des maisons plus proches, de l'autre côté de la route, sur le devant, mais bien qu'elle se trouve à quelque distance, Daisy Mead est la seule maison visible de ce côté-ci. Je vous remercie de votre amabilité, docteur, dit Poirot. Venez, Hastings, nous allons suivre les pas de mademoiselle Sinclair. Poirot m'entraîna au fond du jardin, qui était fermé par un portail en fer. Nous traversâmes une petite pelouse et nous nous retrouvâmes bientôt devant le portillon qui donnait sur l'arrière de Daisy Mead, une petite maison sans prétention, entourée d'environ 2000 mètres carrés de terrain. Un petit escalier conduisait à une porte-fenêtre. Poirot me l'indiqua d'un mouvement de tête. C'est par là que mademoiselle Sinclair est entrée. Mais pour nous qui ne sommes pas pressés, il est préférable de passer par la porte d'entrée. Une domestique nous ouvrit et nous conduisit dans le salon. Puis, elle alla chercher madame Oglander. Manifestement, la pièce n'avait pas été touchée depuis la veille au soir. On n'avait pas retiré les cendres de la cheminée. La table de bridge se trouvait toujours au milieu, et l'on voyait encore les mains des 4 joueurs, celle du mort retournée, et les 3 autres face contre table. La pièce était surchargée de bibelots de pacotille, et de nombreux portraits de famille plus laids les uns que les autres étaient accrochés au mur. Poirot les examina avec plus d'indulgence que moi, et en redressa 1 ou 2 qui étaient légèrement de travers. La famille, c'est un lien très fort, commenta-t-il. Le sentiment remplace la beauté. J'acquiesçai tout en considérant un tableau de famille représentant un homme moustachu, une femme à grands chignons relevés, un robuste garçon et 2 petites filles enrubannées de façon ridicule. Pensant qu'il devait s'agir d'un ancien portrait de la famille Oglander, je l'étudiai avec intérêt. La porte s'ouvrit alors et une jeune femme entra. Ses cheveux noirs étaient tirés en arrière,
Elle portait une veste de sport couleur beige et une jupe en tweed. Elle nous interrogea du regard, et Poirot s'avança vers elle. Miss Oglander, je regrette de vous déranger, surtout après les heures que vous venez de connaître. Tout cela a dû être bien pénible. Assez désagréable en effet, admit la jeune fille d'un ton neutre. Je commençais à penser que Miss Oglander manquait tellement d'imagination qu'elle était totalement insensible aux événements dramatiques de l'affaire. J'en eus la confirmation en l'entendant poursuivre. Veuillez excuser l'état de cette pièce, les domestiques perdent la tête si facilement. C'est ici que vous vous trouviez hier soir, n'est-ce pas? Lui demanda Poirot. Oui, après dîner, nous jouions au bridge lorsque... Excusez-moi, depuis combien de temps jouiez-vous? Miss Oglander réfléchit. Je serais incapable de le dire. Il devait être 10 heures du soir. Tout ce que je sais, c'est que nous avions déjà fait plusieurs manches. Et vous-même étiez assise à quelle place? Face à la fenêtre. Je jouais avec ma mère et venais de demander un sans-atout quand soudain la porte-fenêtre s'est ouverte et mademoiselle Sinclair a fait irruption dans la pièce en titubant. Vous l'avez reconnue? Son visage m'était vaguement familier. Elle est encore ici, je crois. Oui, mais elle ne veut voir personne. Elle est encore très abattue. Je pense qu'elle me recevra. Voulez-vous lui dire que je suis là à la demande expresse du prince Paul de Morani? Il me sembla que la mention du nom d'une Altesse royale avait quelque peu ébranlé le calme imperturbable de Miss Oglander. Cependant, elle quitta la pièce sans un mot. Elle revint presque aussitôt pour dire que mademoiselle Sinclair nous recevrait dans sa chambre. Elle nous conduisit à l'étage jusqu'à une chambre à coucher, spacieuse et claire. Une femme était étendue sur un divan près de la fenêtre. Elle tourna la tête à notre entrée. Le contraste entre Miss Oglander et elle me frappa aussitôt, d'autant plus que le teint et les traits, elle n'était pas si dissemblable. Mais quelle différence! Dans ses moindres gestes, ses moindres regards, Valérie Sinclair exprimait le drame. Il émanait d'elle un charme romantique envoûtant. Elle portait une longue robe de chambre de flanelle rouge, un vêtement très ordinaire certes, mais qui sur elle se parait d'une saveur exotique et ressemblait à une tunique orientale de couleur éclatante. Ses grands yeux noirs s'attachèrent à ceux de Poirot. « Vous venez de la part de Paul ?» Sa voix était en harmonie avec son physique, chaude et pleine de langueur. « Oui, mademoiselle, je suis ici pour le servir, ainsi que vous. Que désirez-vous savoir ?»« Tout ce qui s'est passé hier soir. Absolument tout. » La jeune femme eut un sourire las. « Pensez-vous que je mentirais? Je ne suis pas sotte, je me rends bien compte qu'il vaut mieux dire la vérité. Cet homme qui est mort détenait un secret me concernant. Il m'a menacé de le révéler. Par amour pour Paul, j'ai tenté de conclure un accord avec lui. Je ne pouvais pas prendre le risque de perdre Paul. Maintenant qu'il est mort, je ne crains plus rien, mais malgré tout, je ne l'ai pas tué. » Poirot secoua la tête en souriant. « Il est inutile de me préciser cela, mademoiselle. À présent, racontez-moi ce qui s'est passé hier soir. » Je lui avais offert de l'argent, et il semblait être prêt à traiter avec moi. Il m'avait donné rendez-vous hier soir à 9 heures à mon désir. Je connaissais l'endroit pour y être déjà venu. Je devais passer par la porte-fenêtre de la bibliothèque, de façon que les domestiques ne me voient pas. Excusez-moi, mademoiselle, mais n'étiez-vous pas effrayée de vous y rendre seule la nuit? Est-ce un effet de mon imagination? La jeune femme parut hésiter un instant avant de répondre. Peut-être l'étais-je, mais voyez-vous, je ne pouvais demander à personne de m'accompagner, et j'étais désespéré. Redburn m'a fait entrer dans la bibliothèque. Oh, cet homme, je suis contente qu'il soit mort. Il s'est diverti à mes dépens, comme un chat joue avec une souris. Il m'a accablé de sarcasme. Je l'ai imploré à genoux. Je lui ai offert tous les bijoux que je possède, en vain. Puis il m'a fait part de ses conditions. Peut-être pouvez-vous deviner ce qu'elles étaient. J'ai refusé. Je lui ai dit ce que je pensais de lui. Je me suis emporté. Mais il gardait son sourire impassible. Puis, comme je me taisais enfin, j'ai entendu un bruit. Cela venait de derrière le rideau de la fenêtre. Il l'a entendu aussi. Il s'en est approché, à grands pas, et l'a écarté d'un geste brusque. Un homme se cachait derrière, un homme à l'aspect effrayant, une sorte de vagabond. Il a frappé M. Redburn. Il l'a frappé de nouveau, et M. Redburn s'est écroulé à terre. Le vagabond s'est alors précipité sur moi, avec ses mains tachées de sang. J'ai réussi à lui échapper. Je me suis glissé au dehors par la fenêtre et me suis enfui à toutes jambes.
J'ai alors aperçu les lumières de cette maison et j'ai couru dans cette direction. Le store était levé et j'ai vu des gens qui jouaient au bridge. Je suis entrée comme une folle dans la pièce. J'ai simplement eu le temps de murmurer « meurtre ». Puis tout s'est obscurci. Merci, mademoiselle, cela a dû vous causer un terrible choc. Pour en revenir à ce vagabond, pourriez-vous me le décrire? Vous souvenez-vous de la façon dont il était habillé? Non, tout s'est passé si vite, mais je reconnaîtrai cet homme n'importe où. Son visage est gravé dans ma mémoire. Une dernière question, mademoiselle. Les rideaux de l'autre fenêtre, celle qui donne sur l'allée, étaient-ils tirés? Pour la première fois, le visage de la danseuse prit une expression perplexe. Elle semblait faire un effort pour se souvenir de ce détail. Eh bien, mademoiselle? Je suis presque certaine, oui, j'en suis certaine. Il n'était pas tiré. C'est curieux, étant donné que les autres l'étaient. Enfin, cela n'a pas grande importance. Comptez-vous rester ici longtemps, mademoiselle? Le docteur pense que je serai en état de rentrer en ville demain. La jeune femme jeta un regard circulaire sur la pièce. Miss Hoglander était repartie. Ces gens sont très gentils, mais nous n'appartenons pas au même monde. Je les choque, et pour ma part, eh bien, je n'aime pas beaucoup la bourgeoisie. Une légère note d'amertume perçait dans sa voix. Poirot hocha la tête. Je comprends. J'espère que je ne vous ai pas trop fatigué avec mes questions. Pas du tout. Je n'ai que trop hâte que Paul sache la vérité. Bien. Je vous souhaite le bonjour, mademoiselle. Comme nous quittions la pièce, Poirot s'arrêta et s'empara d'une paire d'escarpins en cuir verni. Ce sont les vôtres, mademoiselle? Oui, on vient de les nettoyer et de me les apporter. Tiens, murmura Poirot tandis que nous descendions ensemble l'escalier. Les domestiques ne sont pas si troublés, puisqu'ils ont pensé à nettoyer les chaussures. Quoiqu'ils aient oublié de retirer les cendres de la cheminée. Ma foi, mon ami, il semblait au début y avoir un ou deux points intéressants, mais je crains fort, oui, je crains fort que nous ne devrions considérer cette enquête comme terminée. Tout me paraît très clair. Et l'assassin? Hercule Poirot ne donne pas la chasse aux vagabonds, répondit mon ami d'un ton grandiloquent. Miss Hoglander vint à notre rencontre dans le hall. Si vous voulez bien attendre une minute au salon, mère aimerait vous parler. On n'avait toujours pas remis de l'ordre dans la pièce et Poirot rassembla distraitement les cartes posées sur la table, puis il les battit de ses petites mains parfaitement soignées. « Savez-vous ce que je pense, mon ami ?»« Non, répondis-je impatient d'entendre la suite. Je pense que Miss Hoglander a eu tort de demander un sans-atout. Elle aurait dû se contenter de 3 piques. Poirot, vous exagérez. Mon Dieu, je ne peux pas sans cesse parler de sang et de foudre. Brusquement, il se redressa. Hastings, Hastings, regardez. Il manque le roi de trèfle. Zara, m'écriai-je. Hein? Il ne semblait pas avoir saisi mon allusion. D'un geste machinal, il remit les cartes en paquet et les rangea dans leur étui. Son visage avait une expression sévère. Hastings, dit-il enfin, moi, Hercule Poirot, j'ai failli commettre une grave erreur, une très grave erreur. Je le regardai impressionné, mais sans comprendre. Il nous faut repartir de zéro, Hastings. Oui, il nous faut repartir de zéro. Mais cette fois, nous ne nous tromperons pas. Il fut interrompu par l'entrée d'une belle femme d'une 50aine d'années. Elle tenait quelques livres de compte à la main. Poirot s'inclina devant elle. « Dois-je comprendre, monsieur, que vous êtes un ami de... mademoiselle Sinclair ?»« C'est plus exactement un de ses amis qui m'envoie, madame. »« Oh, je vois. Je pensais que, peut-être... » Poirot fit brusquement un geste en direction de la fenêtre. « Le store n'était pas baissé hier soir. »« Non, je suppose que c'est pour cela que mademoiselle Sinclair a vu la lumière. Il y avait un beau clair de lune, il me semble. Je m'étonne que vous-même, qui étiez assise face à la fenêtre, ne l'ayez pas vu approcher. Nous étions sans doute trop pris par le jeu. Il ne nous est encore jamais rien arrivé de ce genre. Je veux bien le croire, madame, et je vais vous rassurer, mademoiselle Sinclair a l'intention de repartir demain. Oh, s'exclama l'aimable femme, dont le visage s'éclaira. Quant à moi, je vous souhaite le bonjour, madame. Une domestique nettoyait les marches du perron lorsque nous passâmes la porte d'entrée. Poirot lui demanda. Est-ce vous qui avez nettoyé les chaussures de la jeune femme qui est là-haut? La domestique secoua la tête. Non, monsieur, je ne pense pas qu'elles aient été nettoyées. Alors qui l'a fait? Demandai-je à Poirot tandis que nous rejoignions la route. Personne.
Elle n'avait pas besoin d'être nettoyée. J'admets que de marcher sur la route ou dans une allée par une belle nuit étoilée ne suffirait pas à les salir, mais après avoir traversé le jardin, elle devrait au moins être poussiéreuse et tachetée d'herbe. Oui, répondit Poirot avec un curieux petit sourire. Je suis d'accord. Dans ce cas, elle devrait être sale. Mais gardez patience pendant une petite demi-heure encore, mon ami. Nous retournons à mon désir. Le maître d'hôtel parut surpris de nous voir, mais il nous laissa retourner dans la bibliothèque sans faire de difficulté. « Et ce n'est pas la bonne fenêtre !» criai-je à Poirot, en le voyant se diriger vers celle qui donnait sur l'allée. « Ce n'est pas mon avis, regardez. » Il montrait du doigt la tête de lion en marbre. Dessus, on pouvait voir une petite tache plus claire. Il m'indiqua alors une tache semblable sur le parquet ciré. Quelqu'un a donné un coup de poing à Redburn entre les deux yeux. Il est tombé en arrière sur cette avancée de marbre. Puis il a glissé à terre. Après ça, on l'a traîné jusqu'à l'autre fenêtre et on l'a étendu devant, mais pas tout à fait dans la même position comme le docteur me l'a fait remarquer. Mais pourquoi ? C'était absolument inutile. Au contraire, c'était indispensable. D'ailleurs, c'est ce qui dévoile l'identité de l'assassin, bien que, soit dit en passant, il n'ait eu aucunement l'intention de tuer Redburn. On peut donc difficilement le qualifier d'assassin. Ce doit être un homme très fort, parce qu'il a traîné le corps d'un bout à l'autre de la pièce ? Pas précisément. Cette affaire est vraiment intéressante, mais j'ai bien failli faire des sottises. Vous voulez dire que l'enquête est terminée ? Que vous savez tout ? Oui. Un détail me revint brusquement à l'esprit. Mon, m'écriai-je, il y a une chose que vous ignorez. Laquelle ? Vous ignorez où se trouve le roi de trèfle manquant. Vraiment ? Oh, c'est très drôle. Très drôle, mon ami. Pourquoi ? Parce qu'il est dans ma poche. Et il l'en sortit d'un geste large du bras. Oh, dis-je quelque peu déconfit. Où l'avez-vous trouvé ? Ici ? Cela n'a rien d'extraordinaire. On ne l'avait pas sorti avec les autres cartes, tout simplement. Il était resté dans la boîte. N'empêche que cela vous a donné une idée, non ? Oui, mon ami. Je présente mes respects à Sa Majesté. Et à Madame Zara. Ah oui, à cette brave femme aussi. Bon. Que faisons-nous maintenant ? Nous allons retourner en ville, mais il faut d'abord que j'aie un petit entretien avec une certaine dame, à Daisy Mead. Ce fut la même domestique qui nous ouvrit. Ils sont tous à table, monsieur. À moins que ce ne soit Miss Sinclair que vous désiriez voir, mais elle se repose. J'aimerais seulement parler un instant à Madame Oglander. Vous voulez bien la prévenir. La domestique nous conduisit au salon. En passant devant la salle à manger, j'entrevis la tablée familiale complétée par deux hommes robustes et massifs, dont l'un était moustachu et l'autre barbu et moustachu. Quelques minutes plus tard, Madame Oglander entra dans la pièce et jeta un regard interrogateur à Poirot, qui s'inclina. « Madame, dans mon pays, nous avons beaucoup de respect et de tendresse pour la mère. La mère de famille est tout pour nous. » Cette entrée en matière surprit quelque peu Madame Oglander. « C'est la raison pour laquelle je suis revenu, poursuivit Poirot, pour apaiser l'inquiétude d'une mère. On ne découvrira pas l'identité du meurtrier de M. Redburn. N'ayez crainte. C'est moi, Hercule Poirot, qui vous le dit. J'ai vu juste, n'est-ce pas ? Ou est-ce une épouse que je dois rassurer ? » Il y eut un long silence. Madame Oglander dévisageait Poirot avec attention. Puis elle dit d'une voix calme. « J'ignore comment vous le savez, mais vous avez vu juste, en effet. » Poirot hocha la tête avec gravité. « Ce sera tout, madame, mais ne craignez rien. Vos policiers anglais n'ont pas les yeux d'Hercule Poirot. » Il tapota du bout de l'ongle le portrait de famille accroché au mur. « Vous aviez une autre fille, madame. Est-elle morte ?» Il y eut à nouveau un moment de silence pendant que Madame Oglander scrutait le visage de Poirot. « Oui, elle est morte, » répondit-elle enfin. « Ah, » dit vivement Poirot. « Nous devons retourner en ville à présent. Me permettez-vous de remettre le roi de trèfle dans le paquet ? Ce fut votre seule erreur, vous comprenez ? Avoir joué au bridge pendant 1 heure avec seulement 51 cartes. Pour une personne connaissant un tant soit peu ce jeu, c'est impossible. Au revoir, madame. »« Ça y est, mon ami, » me dit Poirot, tandis que nous nous dirigions vers la gare. « Vous avez tout compris. »« Je n'ai rien compris du tout. Qui a tué Redburn ?»« John Oglander Jr.
J'hésitais entre le père et le fils, mais je me suis décidé pour le fils. Celui-ci étant le plus jeune et le plus fort. C'était obligatoirement l'un des deux, à cause de la fenêtre. La fenêtre? Oui, il y a 4 issues à la bibliothèque, 2 portes et 2 fenêtres. Mais évidemment, une suffisait. 3 d'entre elles donnaient directement ou indirectement sur le devant de la maison. Le drame devait, en apparence, se dérouler près de la fenêtre, donnant sur l'arrière pour faire croire que c'était, par hasard, que Valérie Sinclair était venue à Désimide. En réalité, bien sûr, elle s'est évanouie, et John Oglander l'a transportée sur ses épaules. C'est la raison pour laquelle j'ai dit que l'assassin devait être un homme fort. Y étaient-ils allés ensemble? Oui. Vous vous souvenez de l'hésitation de Valérie lorsque je lui ai demandé si elle n'avait pas eu peur de se rendre seule à mon désir. En fait, John Oglander l'y a accompagnée, ce qui, j'imagine, n'a pas arrangé l'humeur de Redburn. Ils se sont disputés et c'est sans doute à cause d'une insulte lancée à Valérie qu'Oglander l'a frappée. Vous connaissez la suite. Mais pourquoi cette histoire de partie de bridge? Parce que jouer au bridge, cela suppose 4 personnes. Un simple détail comme celui-ci est très convaincant. Qui aurait pensé que, pendant toute la soirée, il n'y avait eu que 3 personnes dans la pièce? J'étais encore perplexe. Il y a une chose que je ne comprends pas. Qu'est-ce que les Oglanders ont à voir avec la danseuse Valérie Sinclair? Ah, je m'étonne que vous n'ayez pas fait le rapprochement. Pourtant, vous avez longuement regardé le tableau accroché au mur. Plus longuement que moi. La deuxième fille de Madame Oglander est peut-être morte, aux yeux de sa famille, mais le monde entier la connaît sous le nom de Valérie Sinclair. Quoi? N'avez-vous pas remarqué la ressemblance lorsque vous avez vu les deux sœurs ensemble? Non, avouai-je. Au contraire, j'ai été frappé par l'incroyable différence qu'il y avait entre ces deux jeunes femmes. C'est parce que votre esprit romanesque est trop sensible aux impressions extérieures, mon cher Hastings. Mais toutes deux ont pratiquement les mêmes traits, le même teint aussi. Ce qui est à noter, c'est que Valérie a honte de sa famille, et que sa famille a honte d'elle. Toutefois, se trouvant en danger, elle a fait appel à son frère, et lorsque les choses ont mal tourné, ils se sont tous serrés les coudes d'une façon extraordinaire. La force des liens du sang est une chose merveilleuse. Ce sont tous d'excellents acteurs dans cette famille. C'est de là que Valérie tient son talent d'artiste. Comme le prince Paul, je crois, à l'hérédité. Ils ont même réussi à me tromper, moi, sans un heureux hasard et la question piège par laquelle j'ai amené Madame Oglander à contredire la description que m'avait faite sa fille des places qu'occupaient les joueurs. La famille Oglander aurait mis Hercule Poirot lui-même en échec. Que comptez-vous dire au prince Paul? Qu'il est impossible que Valérie ait été l'auteur du crime et que je doute fort qu'on retrouve jamais le vagabond. Je lui dirai aussi de transmettre mes compliments à Zara. Avouez que c'est une curieuse coïncidence. Je pense que je l'appellerai cette petite affaire l'affaire du roi de trèfle. Qu'en pensez-vous, mon ami? Fin. J'espère que l'histoire vous a plu. Merci pour votre écoute et votre bienveillance. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle histoire. Prenez soin de vous. Au revoir et merci.